Lorsqu'on parle de médecine sous influence, la résistance à l'acceptation du traitement hyperbare, même au niveau des résultats de la recherche, et éventuellement comme traitement, est un très bon exemple. En fait, il est tout à fait inconcevable qu'alors qu'on avait une étude qui démontrait, enfin, chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, qu'un traitement pouvait être efficace, le gouvernement du Québec qui a financé l'étude via le ministère de la Recherche a falsifié les résultats, les conclusions de l'article et même le titre de l'article qui a été publié dans The Lancet. L'article, en fait, était intitulé Hyperbaric Oxygen for Children with Cerebral Palsy, a randomized multicenter trial. Ce qui veut dire le traitement hyperbare chez les enfants atteints de paralysie cérébrale, une étude randomisée multicentrique. Le gouvernement du Québec, via le ministère de la Recherche, a totalement changé le titre de l'article dans un communiqué intitulé No Advantage of High Pressure Oxygen for Treating Children with Cerebral Palsy. En français, l'oxygène à haute pression n'offre aucun bénéfice pour le traitement des enfants atteints de paralysie cérébrale. Donc, on voit que le titre a été totalement changé. La conclusion l'est également, alors que le gouvernement conclut que la thérapie à l'oxygène hyperbare n'apporte aucun effet thérapeutique chez les enfants atteints de paralysie cérébrale. En fait, c'est un changement radical au niveau de la conclusion de l'article publié. Et malheureusement, tout le monde n'y a vu que du feu. Tout le monde a cru que cette recherche-là va démontrer l'inefficacité du traitement. C'était la meilleure façon de mettre ce traitement-là sur les tablettes et empêcher toute recherche supplémentaire. Mais ça a un impact énorme sur les familles québécoises aujourd'hui. Je cède la parole au député de Bordua. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je ne passerai pas mon intervention à répliquer, à essayer de détricoter tout ce qui vient d'être dit par le député de Laval-des-Rapides. D'autres collègues le feront. On l'a déjà fait, on va le refaire. Je voudrais plutôt, moi, aborder une question qui avait été soulevée un peu ironiquement il y a 5 ans, à peu près à la même date, le 15 novembre 2000, ici à l'Assemblée, par le député de Verdun, qui est aujourd'hui ministre du gouvernement en ligne, sur une des dimensions du projet de loi, qui est l'ajout des frais payés pour des séances d'oxygénothérapie hyperbare à la liste des frais médicaux admissibles au crédit d'impôt pour les frais médicaux divers resserrements à cette liste. Et je voudrais situer ça dans le contexte. Je n'ai rien contre, a priori, cet ajout. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'on ajoute des crédits d'impôt. Dans le fond, on va accorder un avantage fiscal pour des gens qui vont se faire traiter, alors que le gouvernement refuse de reconnaître la valeur du traitement au plan scientifique, à tort, à mon avis, je vais expliquer pourquoi, et qu'il refuse de faire en sorte que ce traitement, qui, selon des recherches scientifiques, serait plus efficace que beaucoup de traitements qui sont remboursés actuellement par la Régie d'assurance maladie du Québec, il refuse de reconnaître ce traitement-là, puis de le reconnaître au mérite. Et là, il faut faire un petit peu d'histoire. Il faut remonter il y a octobre 1998, il y a 7 ans, pour faire un peu la genèse de ce traitement-là. À l'époque, une mère avec 2 enfants qui étaient atteints de paralysie cérébrale avait convaincu un médecin que ce traitement-là pourrait être intéressant pour ses enfants. Il y a eu donc une première recherche qui a été faite sur le traitement hyperbare au mois de janvier 1999. Et devant les résultats concluants de cette recherche-là, on a décidé de procéder à une deuxième étude, une étude de validation. Il devait y avoir 3 groupes pour participer à cette étude-là. Et l'étude était sous la direction du docteur Pierre Marois, qui est un physiatre de l'Université de Sainte-Justine, l'hôpital Sainte-Justine, pardon. Alors, ce qui est arrivé, c'est que on a réussi à convaincre les autorités gouvernementales à l'époque d'accepter de financer cette recherche-là. Mais on a dit, vous passez par le Fonds de recherche en santé du Québec. Et dès le départ, les gens du Fonds de recherche en santé du Québec se sont montrés hostiles et sceptiques à l'égard de cette étude-là. Donc, dès le départ, avant de commencer.
Et ce scepticisme-là, cette espèce d'hostilité-là s'est poursuivie tout le long. Il y a eu effectivement la recherche qui a été faite. Puis au lieu d'avoir 3 groupes, on a eu à peine 2. Et c'était contre la vie et contre la volonté des chercheurs. On a ajouté des gens pour espèce de chaperonner un peu l'équipe de chercheurs qui était sur le terrain. Et malgré tout, il y a eu 70 professionnels qui ont été impliqués dans cette première recherche, qui était une première mondiale au Québec. Et au début de 2000, finalement, on s'est présenté, ceux qui chaperonnaient les chercheurs sont présentés devant le ministre à l'époque de la Santé pour lui dire, écoutez, finalement, les résultats sont négatifs. Et là, écoutez, ça a créé une certaine levée de bouclier parce que les résultats n'étaient pas négatifs. Ils étaient concluants, à ce point concluants, quand même avant l'attente de la fin de ces recherches-là, dès le départ, il y a des gens à l'extérieur qui ont commencé à penser que ce traitement-là méritait d'être déjà mis en œuvre et opérationnalisé. Et on s'est retrouvé par la suite à devoir présenter ces recherches-là devant les parents, en particulier les parents qui avaient des enfants atteints de paralysie cérébrale. Et là, ils ont eu toutes sortes de cafouillages où, finalement, on a même fait en sorte au départ que les chercheurs qui étaient les premiers responsables ne soient pas là. On a fait à croire aux parents que les chercheurs ne voulaient pas venir. Ils sont arrivés en catastrophe avisés par des parents. Alors, ça a été tout un imbroglio, finalement, pour se retrouver à la fin de 2000 avec une espèce d'attitude qui dévalorisait et qui indiquait aux parents puis aux autorités gouvernementales, aux autorités politiques, que ce traitement-là, ça n'avait pas de bon sens, c'était pas très efficace, que dans le fond, les résultats positifs avaient été obtenus par l'effet placebo. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'effet placebo, c'est qu'on peut donner un traitement, puis on fait accroire à un autre groupe témoin qui ont à peu près le même traitement, alors qu'ils n'en ont pas vraiment. Et puis, si on voit que les résultats sur un groupe ou l'autre ne sont pas concluants, si on voit que le groupe qui n'a pas eu le vrai traitement a des bénéfices aussi intéressants que l'autre groupe, on dit, voici, ça c'est l'effet placebo. Dans le fond, c'est une espèce d'effet psychique qui amènerait les gens à croire qu'il y aurait un effet, etc. Mais c'est pas ça qui... Les 2 groupes avaient des mesures différentes et les 2 groupes ont produit des résultats intéressants, selon le niveau d'exposition à ce traitement-là qui était amené pour les enfants. Et là, ce qui est un peu incroyable, et c'est un peu ça le scandale dans cette affaire-là, puis ce qui est le plus choquant, c'est qu'imaginez-vous, il y a une revue scientifique internationale, en fait, on a parlé de cette recherche-là à bien des endroits dans le monde, mais à un moment donné, la revue, la Lancet de Manchester, en Grande-Bretagne, qui est une grande revue de renommée internationale dans le domaine médical, s'est intéressé à la question et a décidé de publier un article scientifique et un éditorial sur cette méthode-là, en fait, ce traitement-là, ce type de traitement-là. Mais ils ont entendu parler de la controverse au Québec qui entourait la recherche, puis les conclusions, puis le fait que des chercheurs prétendaient que c'était positif, puis des gens qui les avaient financés ou qui les chaperonnaient au Fonds de recherche de santé du Québec, eux prétendaient que c'était pas si intéressant. En fait, ils prétendaient qu'il n'y avait pas d'effet positif réel au plan démontré scientifiquement. Alors, ils ont vérifié, puis après vérification, ils se sont dit non, on va publier parce qu'il y a quelque chose là d'important et de significatif. Et qu'est-ce qui est arrivé? On a publié ça au mois de février 2001. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le Fonds de recherche en santé, à l'époque, a émis un communiqué de presse pour devancer un peu la publication 2 jours plus tôt, de la publication, en fait, du numéro de cette revue de Lancet, et pour présenter l'article de cette revue scientifique-là avec un titre trompeur puis des conclusions qui étaient erronées. Le titre du communiqué de presse qui annonçait l'article dans The Lancet, c'était, je le cite, c'est un communiqué de presse du 22 février 2001 du Fonds de recherche en santé publique du Québec, « No advantage of high-pressure oxygen for treating children with cerebral palsy ». Et puis là, on disait, ayant conclu à l'inefficacité du traitement hyperbare pour le traitement de la paralysie cérébrale, malgré tout, l'étude n'a pas été inutile. Mais l'article dans le Lancet, c'était pas ça qu'il disait. Alors, on annonçait ici au Québec la publication sur la scène internationale d'une revue scientifique
Et on présentait les conclusions de cette revue-là d'une façon erronée, puis on présentait le titre de l'article d'une façon erronée. Là, il y a quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé, et ça a créé évidemment une espèce de scandale ici. Des gens se sont choqués, révoltés. Et le problème, c'est que ça a eu un effet dramatique, cette attitude-là, et ça continue d'avoir un effet dramatique à travers le monde. Et le problème, c'est que ça a eu un effet dramatique, cette attitude-là, et ça continue d'avoir un effet dramatique à travers le monde. Parce qu'à cause de ça, puis à cause de la controverse, il n'y a plus de recherches scientifiques qui se font sur le traitement hyperbare. Il y a 8 petites recherches pilotes qui ont été faites, outre cette recherche plus importante dont je vous parle, mais c'est tout. Et normalement, ce type de traitement, qui est bon pour la paralysie cérébrale et pour d'autres maladies importantes, par exemple la sclérose en plaques, et d'autres types de maladies comme celle-là, quand des évidences scientifiques apparaissent, et quand on constate qu'il est possible de traiter plus efficacement avec un nouveau type de traitement qui éviterait des dépenses en pilules, puis en médicaments, et qui éviterait de payer aussi cher qu'on paye actuellement pour des traitements qui sont remboursés par l'assurance maladie du Québec, le moins qu'on puisse faire, puis qu'on aurait dû faire, puis qu'on devrait faire encore, c'est de dire on va aller au fond des choses. Et on va aller plus loin, on va dégager les sommes nécessaires pour faire en sorte que la recherche nous donne, si on est encore sceptique pour certains, dans certains milieux, des réponses encore plus concluantes.